difficile de trouver un juste milieu. Là-dessus, donc, le retour de la confiance est très important et la question sécuritaire aujourd'hui est une question centrale. C'est-à-dire la réforme du dispositif de sécurité qui associe à la fois l'armée et la police, c'est au centre de tout aujourd'hui. Savoir comment on va travailler demain, comment l'armée et la police vont travailler ensemble, dans le respect des droits des individus, mais pour une plus grande efficacité. On a vu dans plein d'endroits où il y avait effectivement des cas où l'armée ou la police ne sont pas intervenues alors qu'elles pouvaient le faire. Ça, c'est des choses qui devront donner lieu dans les mois qui viennent à des enquêtes, à vraiment un travail de fond pour arriver à réformer ce dispositif, le rendre efficace et faire revenir la confiance entre les citoyens et les forces chargées de maintenir l'ordre. Parce que ça conditionnera aussi l'investissement. Moi, j'ai discuté avec des investisseurs en Tunisie, je ne parle pas d'investisseurs étrangers, des investisseurs tunisiens. Ils vous disent, je ne peux pas investir aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que mon projet puisse arriver à bien. Voilà, donc le retour de la confiance est important. Le retour de la confiance, c'est que, du point de vue sécuritaire, on voit qu'aujourd'hui des camions sont arrêtés sur les routes, la marchandise se fait piller, ça n'incite pas les entreprises à continuer à travailler. La stabilité sociale, le dialogue social est en train de repartir. Et c'est une bonne chose. Là, au ministère des Affaires sociales, on voit qu'il y avait plusieurs grèves qui étaient prévues. C'est mon ami Khil Zeouy qui a la tête de ce ministère, ancien syndicaliste lui-même, donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est d'être du côté syndical pour discuter avec l'administration ou avec le côté patronal. On a vu qu'il y avait plusieurs grèves qui avaient été programmées, qui ont été annulées ou ajournées. Pourquoi? Parce que la solution n'est pas trouvée, pas parce que la solution est trouvée aujourd'hui, mais parce qu'on va vers une solution, parce qu'on a amorcé un dialogue. Le problème de la sous-traitance. Ça aussi, quand on parle de priorité, ça a été pris à bras-le-corps par Khil Zeouy, le ministre des Affaires sociales. Là-dessus, il a commencé à travailler là-dessus. On va aussi vers une solution. C'est comme ça que la confiance peut revenir et que la stabilité sociale peut revenir, en redonnant son rôle aux partenaires sociaux, aux syndicats et au patronat. Et on voit que là aussi, ils commencent à discuter. L'UGTT et les autres syndicats, parce qu'il y en a plusieurs, discutent avec l'UTICA, sous l'égide du gouvernement. C'est comme ça et pas autrement qu'on pourra arriver à quelque chose. Si, au niveau national. Bon. Maintenant, on n'est pas d'accord, ça arrive. Maintenant, pour ce qui concerne l'emploi et la cherté de la vie. Donc l'emploi aujourd'hui, comme je disais, on est en train de se battre pour sauvegarder les emplois existants. Les projets qui étaient ceux de la Révolution, il ne faut pas les oublier, parce que les problèmes sont encore là. Ça ne se résout pas d'un coup de baguette magique. Les régions d'intérieur sont encore cloisonnées. Il faut les décloisonner, et ça, je crois que tout le monde était d'accord, il y avait à peu près la même chose dans beaucoup de programmes. Il y avait le lancement de projets d'infrastructures pour décloisonner ces régions-là. Parce que pas une seule entreprise n'ira s'implanter à l'intérieur du pays s'il n'y a pas une autoroute, des chemins de fer efficaces qui leur permettent d'acheminer la marchandise du lieu de production jusqu'au lieu d'écoulement ou au port le plus proche quand il s'agit d'exportation. Ce serait aussi des projets à forte intensité de main-d'œuvre. C'est aussi ça qu'il faut voir. Donc il y a toutes les infrastructures qui vont être créées au niveau industriel, au niveau équipement et au niveau culturel aussi, parce que la vie aussi c'est important dans ces lieux-là. Pour les autres questions, pour ce qui concerne aujourd'hui la question des haragas, dont vous avez parlé. Les haragas aujourd'hui, il y a des discussions qui sont engagées avec les autorités italiennes où sont arrivées les empreintes des disparus, pour essayer de les identifier dans tous les lieux où ils sont susceptibles d'être. C'est-à-dire s'ils ont été dans des hôpitaux, dans des prisons, s'ils sont dans la nature, s'ils sont passés par quelque part, bon, ça suit son cours. Parce que pour les familles, c'est quelque chose d'extrêmement important. Soit dit au passage, sur l'immigration, on voit qu'aujourd'hui, les accords franco-tunisiens prévoient chaque année la possibilité pour 9000 Tunisiens de venir travailler en France. 9000. Aujourd'hui, il y en a à peine 2000. Donc, ça peut être un début de solution. Sans donner une prime à l'immigration clandestine, on peut dire, puisque c'est l'année de la Révolution, on ferait une exception, ça peut être ceux qui sont là, on essaie de traiter leur cas. Après, bon, c'est évident qu'on ne peut pas vivre sur une prime donnée à l'immigration clandestine, même si ces cas sociaux sont dramatiques. Il faut arriver à trouver une solution, et là, la vraie application, je ne parle même pas de réforme des accords franco-tunisiens, je parle de leur application. La révision, c'est une autre question, on peut en discuter, mais c'est une discussion d'État à État, mais l'application sur le fait d'accueillir 9000 travailleurs tunisiens en France ou en formation, c'est une question qui peut se poser. Sur le Conseil à l'intégration, nous, on est favorable sur un point, à un conseil élu, parce que seule l'élection donne une légitimité. Ensuite, on peut donner un rôle consultatif aux associations dans un cadre à déterminer. Effectivement, ce conseil aura aussi son mot à dire. Pour ce qui concerne la justice transitionnelle, donc attention, là-dessus, c'est un des objectifs de la Révolution aussi qu'il faut appliquer. Mais attention aussi à bien définir le cadre de comment on va travailler.
comment il ne faut pas que ça soit l'occasion de faire tomber des têtes de personnes qui ne sont pas responsables de grand-chose. Donc attention à bien accorder la possibilité pour la justice de faire son travail, savoir quels magistrats vont travailler sur les dossiers, puisqu'il y a aussi un problème à l'intérieur de la justice, il ne faut pas s'en cacher. Il y a aussi un problème, n'importe quel magistrat ne peut pas travailler sur deux dossiers s'il a été mouillé avec l'ancien régime, et il faut garantir les droits à la défense pour tout le monde, de manière efficace, pour que chacun puisse se défendre et qu'on ne se trouve pas avec des gens qui n'étaient pas vraiment coupables, qui n'étaient pas responsables de grand-chose, condamnés comme des personnes qui elles, auraient effectivement commis des gros délits, parce que justement, on n'aurait pas mis la main sur les personnes les plus responsables. Attention à ne pas arriver à ces dérives. Ça, c'est mon côté droit de l'office, je le maintiens et j'en suis fier. Pour les questions des prix du carburant, effectivement, là, les prix du carburant et les prix... c'est une façon de renflouer la balance aujourd'hui, et c'est assez indispensable dans une période comme ça, quand on est obligé de voter un budget de rigueur. Pour l'augmentation des prix, c'est un vrai problème. On voit que tous les prix augmentent, et quand même le prix d'un plat traditionnel comme la chèque chaude avec l'hôtel du pot, aujourd'hui a atteint des proportions exorbitantes. Je vais vous raconter une anecdote. J'allais un jour à côté du palais du Bardo pour manger un keftesh. Bon, et mon plat préféré, c'est dit, et le petit restaurant, la petite gargote où j'allais d'habitude, m'a dit on n'en fait plus. Pourquoi? Parce qu'on vous vendrait à 5 dinars pour faire une petite marge. Voilà. Et ils disent, ce que disait le propriétaire du restaurant, c'est qu'aujourd'hui on se bat pour ne pas fermer. Voilà, on travaille pour ne pas fermer. Donc la situation, c'est ça aujourd'hui. Pour ce qui concerne la cherté des prix, moi je vais vous citer un exemple qui est encore plus incroyable et plus scandaleux. Quand il y a eu la crise des bouteilles de gaz, il y a eu, parce que vous savez que le gaz de ville n'existe pas partout en Tunisie. À Sfax, deuxième ville du pays, 85% de la ville n'est pas couverte par le gaz de ville. Dans un quartier à Tunis comme Haït Adam, qui est un des quartiers les plus populaires, il y a le gaz de ville en bas, mais pas en haut du quartier. Les travaux avaient été commencés avant la Révolution, étaient interrompus. Donc, toutes les installations ont été pillées, bon voilà, on est arrivé là. Donc là, par exemple, on a vu que le prix, qui est un prix réglementé à 7 dinars 5, serait monté, des gens l'ont acheté, à 16 dinars, moi j'ai entendu 17, voire 20. Aujourd'hui, alors, il y a la possibilité, ça dénote quelque chose. Quand vous demandez à quelqu'un, vous avez donc payé ça, mais est-ce que vous êtes allé vous plaindre? À qui se plaindre? Voilà, la question de la confiance est fondamentale. Savoir donner à la personne dont les droits sont bafoués la possibilité d'aller les défendre ou d'aller demander aux autorités légales de défendre leurs droits. La confiance n'est pas revenue là-dessus. Je finis. J'ai terminé parce que j'ai mis du temps. Bon, il nous reste encore du temps. On va faire une pause de 15 minutes. Vous pouvez aller prendre une boisson là, ou aller prendre l'air, profiter du beau temps. On se retrouve dans 15 minutes pour notre question-réponse. Je voulais vous dire au revoir. Bonjour, j'ai une question destinée à nos chers élus par rapport à l'événement qui s'est déroulé hier à Monastir. C'est l'initiative de Benjamin Sepsi qui appelle l'idée l'appel de la patrie. Donc, est-ce que vos partis respectifs ont été invités et quelle est votre position? Surtout que c'est clair, c'est le retour en force du RCD à la scène politique. Voilà. J'aimerais bien connaître votre position et puis surtout la position de M. Gilbert. Merci. Voilà, merci. On va prendre d'autres questions afin de procéder par plusieurs. Une autre question? Non, pas très bien. Voilà. Moi, je vais être très bref. Je vous avoue que je n'ai pas l'information. Je ne sais pas si mon parti a été invité, mais a priori, on n'est pas dans ce genre d'initiative, parce que ce genre d'initiative, c'est l'initiative de partis qui se disent nous sommes l'opposition à ce gouvernement, qui s'est planté sur nous, bien sûr, avec des mauvais choix. Donc nous, en étant au gouvernement, de fait, on ne pourrait pas s'associer à ce genre d'initiative. Ça serait être un peu schizophrène. Même si après, on peut avoir des points de convergence sur certains points, bon, comme on le verra sur la Constitution, avec certains partis qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Voilà, je ne peux pas en dire plus, on était en dehors de cette initiative, on n'y a pas été convié, et voilà, bon, après, on verra comment elle évolue. Mais bon, pour l'entour des élections. De quoi il s'agit, Céline? De quelle initiative on parle? Vous pouvez le préciser. De Benjamin Sepsi, oui, pour réunir des partis, des souriens, c'est ça? Voilà. Bon, voilà.
Écoutez, on n'en est pas, c'est tout. Voilà, par ça, j'ai pas grand-chose à ajouter. Voilà. C'est une initiative pour rassembler les Tunisiens. Je ne sais pas s'il y a RCD ou pas RCD. Il y a eu des Tunisiens. Nous, on a participé. On est pour une réconciliation entre tous les Tunisiens. On est pour une constitution pour tous les Tunisiens. Et donc, on est allé, on a écouté. Ouais, on est... Bonjour. Donc le CPR n'a pas participé Alors, c'est cool. Allez-y, ouais, c'est... Donc le CPR n'a pas participé à ce genre de rassemblement. En fait, on veut unir les Tunisiens, mais selon quelle base éventuellement il faut définir sur quelle valeur on va s'unir aussi. Mais on n'a pas non plus, on n'est pas concerné par cet événement-là. Monsieur Nakache. J'ai peur d'avoir des choses à dire qui sont un peu gênantes. D'abord pour le gouvernement et ceux qui l'appuient. Le fait d'avoir traîné autant dans le démarrage de la justice transitionnelle, d'avoir laissé planer autant de doutes sur la volonté de mener cette justice, d'avoir récupéré un certain nombre de revenants, le fait d'avoir accepté des compromis honteux en matière de police, tout ça, ça a encouragé le RCD. Et puis voilà que l'Assemblée nationale commence à se pencher sur la justice conditionnelle. Et c'est comme par hasard, à ce moment-là, que les 13 partis pseudo-bourguibistes, purs et patriotes, etc., et même révolutionnaires, de temps en temps, le mot leur échappe, ça leur brûle la bouche, mais ça leur échappe quand même. Et ces 13 partis se sont unis à ce moment-là. On devrait faire la liaison. C'est au moment où le RCD, les parents du RCD, tous leurs complices dans l'appareil d'État sont en danger, sont potentiellement en danger, qu'ils décident de s'unir. Et c'est au moment où ils décident de s'unir que, comme par hasard, il y a des offensives salafistes qui aggravent les contradictions dans la société entre tenants de l'État, disons, théologique et partisans d'un État démocrate. Il y a là une série de coïncidences qui sont bizarres. Et j'avoue que si j'étais à la place de l'Inde, j'aurais été très embêté pour savoir comment gérer les différentes crises. Parce que la provocation RCD était évidente. Et est-ce qu'il fallait répondre par la répression contre les salafistes ou répondre en tergiversant ou ne pas répondre? C'était vraiment un gros problème. Donc, aujourd'hui, le RCD rassemble. C'est très beau, mes camarades du PDP, mais il me semble que vous avez déjà tenté l'expérience, au moins 2 fois. Une fois avec le premier gouvernement Ranouchi et une seconde fois avec le second gouvernement Ranouchi. Bon, ça va, continuez, vous êtes très intéressant. Mais vous êtes en train d'entraîner dans votre sillage, c'est-à-dire derrière le RCD que vous avez réhabilité, vous avez aidé à réhabiliter, vous êtes en train de tirer derrière vous l'ensemble de ce que j'appellerais le combat, la coupe de cette majorité pseudo-silencieuse de petits bourgeois qui ont très peur pour leur modèle de vie, qui exclut complètement le reste de la population. Et vous êtes en train d'entraîner tout ça derrière le RCD. Personnellement, je n'ai pas rien contre le RCD à titre personnel. Je ne suis pas quelqu'un qui a une revanche à prendre sur les bourguibistes ou sur les ministres qui peuvent m'avoir torturé ou pas.
Mais je pense que le système populiste est un système qui mène obligatoirement